Alors, on est toujours, et je vais essayer de résumer les épisodes précédents, on est toujours dans ce back-end fait avec Sequelize. J'ai essayé de vous récapituler, donc on en était à app.js. Comme vous pouvez voir, alors ça je vais l'enlever, je vais pas l'enlever mais je vais baisser ça, même enlever. On a donc notre package de JSON avec différentes dépendances. Donc PGE et PGE Store sont les drivers pour Sequelize parce qu'on va utiliser Postgre. NodeMox HTTP en réalité est une librairie qui permet effectivement de faire du testing par rapport aux requêtes et aux réponses HTTP. JSON Web Token va nous permettre de mettre un token, de glisser un token en quelque part pour pouvoir le récupérer, vous allez voir ça. Express Validator va nous permettre de valider effectivement les informations par exemple du corps de la requête et voir si par exemple c'est bien une adresse mail, c'est bien un password, etc. EJS, donc ça c'est la template engine, le moteur de template. D'autant nous permet effectivement de récupérer des informations dans notre fichier .env, donc de variables d'environnement. Cores nous permet effectivement d'autoriser l'accès effectivement cross-site à notre backend, et Bcrypt est une librairie effectivement qui permet de hasher notamment des mots de passe. Supertest, effectivement, c'est une librairie qui permet de faire du testing. On teste effectivement l'application entière. On teste effectivement de façon simple certaines routes, ou toutes les routes d'ailleurs. Sequelize effectivement est un ORM qui nous permet et qui nous facilite la communication et la manipulation des informations de la base de données. Ensuite, Jest effectivement est un framework de testing. Faker.js nous permet, c'est une librairie qui nous permet effectivement de ne pas avoir à réfléchir trop concernant des petites informations random. On a besoin d'un nom d'animal, et ben Faker nous fournit, d'un mot de passe Faker nous fournit, d'un email Faker nous fournit, tout ça c'est random. Et Sequelize Key, c'est la command line interface de Sequelize qui nous permet effectivement notamment de faire de la migration et du seeding de façon super facile. Donc voilà, j'ai un peu expliqué tout ça. Donc vous avez vu que j'ai deux scripts de départ, script start, enfin c'est moi qui les ai fait, start avec cette commande nodemon index.js puisque j'utilise nodemon. Je ne l'ai pas mis en dépendance de développement, mais j'aurais pu, voire aurait dû, mais c'est pas grave. Et enfin test, et ça active Jest. Voilà, on a des fichiers de testing, on en a un en tout cas. Je ferai peut-être un autre exemple pour Stellar puisque j'en ai pas encore fait avec ça, donc vous pouvez regarder la présentation, la structuration. On utilise normalement le test driven development, c'est-à-dire que vous écrivez d'abord vos tests et ensuite vous codez. Mais là, bof, c'était juste pour vous montrer surtout la structure, la syntaxe, qu'on a vu ça ensemble. Alors, on va essayer maintenant d'aller dans l'app.js. App.js où j'importe le .env, la librairie, j'importe Express, puisqu'on a besoin d'Express, j'avais oublié de le signaler d'ailleurs, Express. Qui est un framework web qui nous permet effectivement qui facilite effectivement la gestion d'une application et notamment la gestion de tout ce qui concerne les routes, le routing et les middleware. Donc Express, Path qu'on a, parce que là on va utiliser effectivement join, la méthode join de Path pour normaliser et concaténer un chemin. Cores, on utilise ça, cross origin, ça c'est bien. Parce qu'effectivement on veut autoriser une application tierce à se connecter à notre backend, donc il faut mieux que ce soit actif ça. Donc c'est le premier middleware que j'ai installé. Ensuite j'ai installé ce deuxième middleware express.static pour effectivement que notre application sache où se trouvent les fichiers statiques. Donc c'est assez simplement ça. Express URL encoded, c'est tout ce qui est lié effectivement au corps de la requête pour que ce puisse être lu même s'il y a des objets complexes à l'intérieur de ce corps, pour que les choses nestées puissent être lues, sinon ça n'aurait pas pu. Ensuite, je dis que effectivement mon application doit être capable de lire également les formats JSON qui peuvent être dans le corps de la requête. Si le corps de la requête est en format JSON, eh bien je veux que mon application puisse lire tranquillement ce format. Donc voilà pourquoi je mets ce middleware là, express.json.
Ensuite, il y a deux objets domaines particuliers, ici seller et product. Donc j'ai créé effectivement un routing pour les deux. Domain objects. Ensuite, là j'ai créé un petit middleware pour rigoler un peu. C'est celui qui transmet le titre qui est stocké effectivement dans les locales de res, le titre aux autres effectivement, par exemple à cette vue-là et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors en l'occurrence, le titre on l'utilise que pour cette vue-là, donc je vais vous montrer très rapidement. Hop, on va essayer de faire démarrer ça. Alors, pourquoi j'ai les deux? Solide, ok. Donc, on va essayer de faire démarrer ça en souplesse. Donc, normalement, notre application tourne. Donc, on va juste tester avec Insomnia. On va faire un petit truc du style ça, et c'est une get, comme vous pouvez voir, c'est à la racine de notre application. Donc, et on fait send, et comme vous pouvez le voir, ça nous met une information. Le truc, c'est que on va voir le code de base, et vous voyez que le titre, effectivement, a été donné, parce qu'il provient effectivement de ce middleware qui ensuite transmet des informations à ce middleware-ci, puisque c'est une chaîne de middleware, et Homepage récupère l'information et le titre, à savoir notre API. Alors ça s'écrit comme ça dans le JS, si vous regardez bien, vous avez donc votre view et homepage.js, et vous voyez effectivement que le titre a été transmis de cette façon. Donc c'est une valeur, il faut mettre le égal, et voilà, vous avez bien cette information. Si je changeais quelque chose, à savoir, on va juste changer pour le fun, notre API for solid. Par exemple, on sauvegarde, on relance, et là, notre API for solid. Donc voilà. Nous, on va laisser ça comme ça, même si notre application front va effectivement être avec solid.js. Donc on envoie ça à nouveau, et c'est parti. Donc on vient de vérifier effectivement cette route là, donc tout fonctionne. Ensuite il y a les différentes routes pour les deux objets domaines. Donc enfin là c'est les routes, et ensuite il y a l'association. On crée un middleware qui associe cette route à ces gestionnaires de route. Donc on va aller voir, alors plutôt seller, puisque c'est la nouveauté, et vu que les vidéos précédentes parlent pas mal de product.routes, on va aller voir plutôt seller. Donc on se place dans le fichier route, on va dans seller et on regarde un peu ce qui s'y passe. Donc d'ailleurs ça va me donner l'opportunité de faire le dossier contrôleur que je n'ai pas fait. Donc comme vous pouvez voir, j'importe pas mal de bibliothèques, ou pas mal effectivement de petits modules que j'ai fait moi-même. Donc Express, je dis que ce routeur va être un routeur Express qui va rendre possible effectivement la gestion des verbes HTTP. Seller, c'est un modèle SQLite que j'ai créé précédemment. J'en aurais besoin pour faire des recherches, manipuler effectivement des données facilement sans faire de requêtes SQL complexes. Bcrypt, c'est mon hachoir, enfin hachage, hachoir, façon de parler. JSON Web Token, effectivement, ce qui va me permettre, cette bibliothèque, de créer des tokens, de les sign. FS, c'est la requête le module file system, parce que j'aurais besoin de naviguer dans les fichiers. Path également, OS également. Alors OS, non, je l'utilise plus, je vais l'enlever. Hop. Donc vous voyez qu'effectivement j'ai un petit fichier private.key, je l'ai créé, je lui ai mis un lorem de 3 paragraphes, je crois. Apparemment ça fait plus 2 que 3. C'est un peu étrange. Ah non, il y a bien mes 3 paragraphes. Tout ça, je l'ai fait en installant une extension, hein, tout simplement. Et ça va me servir en réalité, ça, à créer mon token. Donc si je devais le dire correctement, j'aurais tendance à vous dire que ça permet effectivement, c'est ma chaîne secrète de développement temporaire, on va dire, pour crypter mon token. Donc, et en fait, cette chaîne sert de clé pour le chiffrement et le déchiffrement du token. Donc,
C'est pour ça qu'elle doit être plutôt difficile à deviner, hein, dans le meilleur des cas. Parce que sinon, n'importe qui pourrait générer un token en se faisant passer pour notre serveur. Donc voilà, lorem ipsum, hop. Donc une fois que j'ai ça, j'ai besoin de lire le contenu et j'ai besoin d'utiliser ce contenu pour crypter mon token. Donc vous allez voir mon token en quelque part. Alors, router-get à l'origine, c'est-à-dire que si vous regardez, vous prenez le préfixe API/seller, vous allez voir que ça va vous donner API/seller va seulement vous donner effectivement les vendeurs qui sont sur mon site, et ça correspond aux informations qui sont dans la base de données évidemment. Donc avec ID 8, 9, 10, 11, 12, tout simplement. Donc une fois que vous avez ça, vous allez revenir ici, donc ça, ok, ça y a une gestion tranquille. S'il n'y a pas effectivement de seller, on utilise une méthode de SQLite qui nous permet de tous les récupérer. C'est super simple, au lieu de faire une query select all from machin. On aurait pu le faire aussi, mais bon, ça sert à rien en l'occurrence si on a des instruments pour nous faciliter la chose, puisqu'on a nos modèles. On retourne une 404 s'il n'y a pas de sellers, et sinon status 200, donc c'est 200 avec effectivement l'ensemble du tableau des sellers. Et c'est exactement ce que vous voyez ici. Donc ça va être assez simple de récupérer ça du côté du front. Ensuite, on va regarder le login maintenant. Donc pour loguer quand même quelqu'un, on a besoin de deux informations, l'email et le password. Et s'il n'y a pas d'email et pas de password, alors on retourne une 400, missing data ou 401, hein, c'est comme vous souhaitez. D'ailleurs on peut tester ça tout de suite. Alors, c'est une post, c'est une login. Là on peut enlever le password par exemple, et on peut tester. Alors, bad request parce que j'ai mal écrit quelque chose, ou bad request parce que ça me donne pas mon message d'erreur. Oui, c'est parce que j'ai mal écrit quelque chose. Donc, missing data. Donc, comme vous voyez, 400 bad request, message missing data qui correspond effectivement à ça. Donc, maintenant, on va remettre effectivement les choses correctement. Donc, il n'y a pas le bon password. En l'occurrence, on va enlever un 0. Et là maintenant, donc ça chope cette information, ça récupère le seller, mais si seller il n'y a pas, effectivement, alors ça envoie invalide data. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que on va enlever ça. Parce que là, il y a bien toutes les informations, mais ICANN n'existe pas. Invalide data avec une 401, ce qui correspond effectivement à ça, invalide data, on était bien dedans. Ensuite, bcrypt. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on veut vérifier si la fonction qui a permis le hachage initial au sein de la base de données, puisque au sein de la base de données ce n'est pas écrit en clair, eh bien on veut voir si elle produit finalement un mot de passe. On veut vérifier si le mot de passe que l'utilisateur a rentré est un mot de passe qui a été produit par la même fonction en termes de hachage. Donc là, on passe dans ça. Donc, si la valeur n'est pas bonne, invalide data, vous allez voir ça. Donc, c'est une 401 également, donc ça ne va pas changer. Là, le mot de passe n'est pas bon, et là, vous avez invalide data. Sinon, si le mot de passe est valide, ça va vous retourner effectivement le seller ID, plus le token qui contient seller ID. On utilise effectivement le fichier de chiffrement, donc private.key, alors pour vous, ça peut être autre chose. Et ça expire dans 24 heures. Donc là, c'est pas le bon mot de passe, mais si on met 10, c'est le bon mot de passe, parce qu'en réalité, mes utilisateurs qui sont dans la base de données sont l'objet en fait du seeding que j'ai opéré. Donc, pour utiliser le seeding, il faut déjà avoir mis en dépendance le SQLite CLI, et ensuite, il y a une petite commande qui vous permet effectivement de seeder facilement avec npx SQLite CLI, un peu plus loin db 2. Seed, 2.all, et le tour est joué. Et ensuite, vous pouvez défaire votre seed grâce à cette méthode
de cet objet anonyme module.export, là puisque c'est un objet anonyme, vous pouvez défaire le seeding. Donc ça c'est super pratique si jamais effectivement il y a un changement dans les modèles, comme moi dans les vidéos précédentes, je pense que vous le verrez, et bien vous pouvez défaire votre seeding. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours fait en sorte que le mot de passe pour tous les utilisateurs créés grâce au seeding soit finalement 10 Caroline, point d'exclamation, et ensuite il est haché effectivement au niveau de la base de données, comme vous pouvez le voir. Si on fait un get des utilisateurs, hop, on met ça comme ça, on enlève ça, on fait un get et vous voyez que le mot de passe est sous format haché tout simplement. Hop. Mais il provient à chaque fois du même mot de passe. 10 Caroline, point d'exclamation. Donc ça a été décidé ici dans le fichier de seeding. On n'a pas fait un fichier de seeding pour product parce que non, les produits on va les créer nous-mêmes. J'avais juste besoin d'un utilisateur parce que ensuite je voulais associer un produit à un utilisateur existant. Donc on va d'ailleurs regarder product pour voir s'il y a des produits. Slash product. Oui, on a des produits Honor 1, 2, 3, 4, 5, sauf que ils n'existent plus ceux-là. Donc c'est un peu gênant. Je vais changer ça. Parce qu'ils n'existent plus dans la base de données. Maintenant, la base de données est faite, si je regarde bien, avec, comment il s'appelle, Sellers. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On va changer ça. C'est 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les produits qui sont déjà dans notre base de données, ce que je pourrais faire, c'est directement faire un update, mais j'ai pas envie. Donc on va utiliser pgadmin, on va faire ça à l'ancienne. Hop. On va mettre manuellement, pour l'instant, 8, 9, 10, 11, 12 pour les ID des products, pour qu'il y ait effectivement des choses intéressantes à ce niveau-là. Donc on y va. Vous allez ensuite dans votre table product. Vous allez view toutes les alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Alors, product, je vais juste voir ça. Alors, ce qui est bizarre, ah, mais c'est pas dans ma base de données, c'est vrai, je les ai pas mises dedans. Donc, j'ai été en train de chercher une information qui n'est pas dedans. En réalité, c'est à l'extérieur. C'est ici, tout simplement, parce que j'ai fait un semblant, effectivement, de recherche dans une base de données pour l'instant. Mais évidemment, nous, on va potentiellement transférer ces informations au sein de la base de données, mais je préfère que ce soit les utilisateurs qui le créent, donc je comprends mieux pourquoi effectivement je me suis pas outré du fait que les ID ne correspondent pas. C'est pas grave pour l'instant parce que ça ne vient pas de la base de données. Or nous, dans nos modèles, on a fait en sorte d'associer product et seller et les associer notamment avec cette clé étrangère Honor ID qui fait que un produit ne peut pas exister finalement, et d'ailleurs j'aurais dû mettre en delete cascade et ensuite en update cascade, mais c'est pas grave. Là on va laisser ça pour l'instant de cette façon, ou en réalité, pour vous expliquer la faire courte, s'il n'y a pas d'utilisateur de seller, il n'y a pas de produit non plus. Le produit, l'author ID du produit ne peut pas être un ID qui n'existe pas dans la table utilisateur. Donc voilà, sauf effectivement le fait que j'ai pas mis en delete cascade, etc. Donc ça c'est peut-être une erreur. Et là j'aurais pu mettre etc, etc. Mais bon, là on va pas mettre ça pour l'instant. On va laisser ça plutôt comme ça, c'est pas grave. Donc ensuite, c'est quoi la split? Donc ça vous permet effectivement de voir que j'ai créé des associations par rapport à des modèles que j'ai au préalable créés. Tout simplement, hop et hop. Donc ça, j'ai fait des évolutions dans la vidéo précédente, dans une des vidéos précédentes, où je gère personnellement le created at
et je fais en sorte que leur created at par défaut, qui est en camel case, soit devienne mon snake case, et ça, vous gérez ça dans le fichier potentiellement de connexion, l'instance de connexion. Vous gérez ça ici dans la propriété define qui est un objet et qui contient plusieurs informations, même pas que celle-ci, mais là pour l'instant on sait faciliter l'existence. Donc ça c'est fait. Hop hop hop, vous faites un petit test de connexion et moi-même j'ai fait des fichiers qui permettent effectivement de lire les connexions fructueuses. Donc il y a pas mal de connexions fructueuses comme vous pouvez le voir. Connexion establish, connexion establish, connexion establish, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, comme ça au moins j'ai un petit historique de mes connexions, c'est pas si mal. Donc ça, pour faire ce genre de choses, il faut utiliser le file system. Là j'ai pas utilisé path, mais parce que je suis pas au bon endroit. Donc path et le file system, path pour effectivement normaliser les chemins, et le file system effectivement pour créer des fichiers, créer potentiellement des dossiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça c'est l'explication. Ensuite nous on va aujourd'hui, enfin en tout cas dans cette petite vidéo, en plus de vous avoir fait un résumé d'une partie des épisodes précédents, gérer la vérification des emails et des mots de passe. Donc vous voyez qu'effectivement on a ce login, c'est mignon. Là il fonctionnait, alors on était dans un post, là on est dans sellers, API sellers, et d'ailleurs je vais faire un get pour récupérer le mot de passe, l'email plutôt. Donc là je vais prendre l'email de Annika, parce que c'est un peu chiant son truc. Donc là maintenant je me place en poste, login, je vise plus la même, je cible plus la même route, je remets effectivement un petit JSON parce que ça attend un JSON. Et je vais mettre effectivement un password et je vais mettre 10 Caroline puisque c'était ça, je vous l'ai montré, et point d'exclamation. On va juste checker pour voir si tout fonctionne bien. Et effectivement elle s'est loguée, il y a le token qui revient. Donc on est dans cette situation où effectivement le token est retourné avec le seller ID, machin, c'est ce que vous voyez. D'ailleurs j'ai pas mis seller ID, j'ai mis seller, je vais ajouter ID. Je sauvegarde, je renvoie, ça le temps que ça change un peu, et voilà, c'est leur ID. Donc maintenant j'ai envie de vérifier si c'est vraiment un email que je reçois, parce que c'est bien qu'il y ait une valeur dans l'objet en format JSON, mais est-ce que c'est vraiment un email, et j'ai besoin de vérifier ces petites informations. Donc ce qu'on va faire, c'est pas ici qu'on va vérifier, justement c'est pour ça que j'avais créé un dossier middleware avec validator. On va vérifier ça avant dans la chaîne. Donc avant même que la requête arrive au middleware de fin de chaîne que je viens de vous montrer, il faut qu'elle passe effectivement une validation. Donc le truc pour vérifier effectivement que c'est un email, eh bien il va falloir effectivement utiliser une méthode particulière de Express Validator. Et ça va être plutôt cool. Vous allez vous intéresser à la méthode body. Donc là, justement, c'est pour ça que je l'ai déjà mise ici, d'Express Validator, mais il n'y a pas que body, hein. Il y a effectivement param, ce que vous pouvez checker, mais là, on va vérifier que le corps de la requête pour le coup. Donc, ce que vous faites, alors j'ai déjà fait des vidéos sur ça, hein, évidemment, c'est que vous allez un peu checker tout ça. Donc, Express, vous n'allez pas écrire ça de cette façon. Moi, je vais plutôt créer un objet de validation, validator, je vais l'appeler body validator. Un objet un peu plus gros, donc body validator. Quoique, non, j'aurais dû écrire ça différemment. Quoique ça reviendra au même. Je pense que je vais plutôt faire un module.export et hop, et je mets ça comme ça. Et là, je mets, en l'occurrence, on va s'intéresser à la validation du body. Donc, je vais l'appeler body validator.
comme ça. Et là, effectivement, ça va être quelque chose du style body, parce qu'on utilise effectivement la méthode body. Ça nous retourne effectivement une valeur, donc c'est comme si c'était une valeur que vous voyez là, email. Est-ce que effectivement c'est un email? Ensuite, c'est pas un field optionnel, donc on va pas utiliser optional par exemple. On va trim effectivement si tout se passe bien, donc si c'est vraiment un email. Et ensuite, on va is email. On va choper ça. Donc on s'intéresse à email, on trim, ensuite on vérifie si c'est un email, is email, et ensuite voilà. Donc ça c'est fait. Ça va passer dans ça et on va effectivement tester ça bientôt. Parce qu'en réalité, il faut récupérer les informations. C'est ça le truc. C'est une des caractéristiques, c'est que c'est bien, mais si vous voulez savoir si tel est le cas et s'il n'y a pas d'erreur, il va falloir gérer cette situation. Donc en l'occurrence, je vais la gérer dans result, qui va être aussi... Alors je vais expérimenter aussi const. J'aurai besoin de validation result, de mes résultats de validation, parce que sinon, c'est comme si ça vaut rien, puisque c'est comme un rapport, ça. Et sans le rapport, vous ne savez pas si, effectivement, ça a passé la validation ou pas. Il n'y a pas de... vous n'avez rien. Donc, result, validation express validator, validation result. Et là, donc, on crée notre petit middleware qui va, cette fois-ci, hop, servir request next, tout simplement. Donc, j'ai mon middleware. Je vais rechercher les résultats de la validation précédente. La validation, on va mettre result, puisque c'est ce qu'on utilise. Ce sera dans rec, result, hop, on aura une évaluation. Et si c'est if result is empty, tout simplement, si effectivement c'est empty, ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas d'erreur, puisque c'est un rapport d'erreur. S'il est vide, ça veut dire que tout s'est bien passé. Là, on peut faire un petit next tout simplement. Alors, ça aurait plutôt, si ce n'est pas empty, donc alors 2 secondes, j'ai mal écrit ça. Si ce n'est pas vide, là, on fait un rest.status. Et là, on va mettre 401.json. On va mettre ça. Ça, message de point invalid data par exemple, et là on peut ajouter error et result. Je pense que je vais mettre ça sous forme d'array pour éviter array tout simplement. Hop, comme ça nous délivre quand même pas mal de petites informations. Donc errors même au pluriel que je vais mettre, et on va tester ça, et si tout se passe bien, c'est next. Next, et on continue en fait. Hop, ça c'est bien. Donc on a géré ça, maintenant on va devoir le mettre quelque part dans la chaîne, en tout cas les deux. Donc la vérification du body, on va mettre ça body validator. Alors on va être ici, on va vérifier ça au niveau de la route seller. Au niveau de ça, en réalité, on va mettre un petit tableau, parce que vous pouvez. Vous allez mettre d'abord votre body validator, et ensuite le result. Alors je l'ai appelé comment? Result middleware, tout simplement. Donc j'aurais peut-être dû l'appeler différemment, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez que maintenant dans la chaîne, on arrive ici, boum, on passe dans ça, on vérifie les résultats, et si tout se passe bien, next. Si tout se passe pas, bah, c'est déjà terminé. Donc d'ailleurs, est-ce que j'ai bien mis un return? Moi je return, hop, validator, bah voilà, tu vérifies, hop, 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 et on va gérer ça tout de suite. Alors,
cancel. Donc peut-être qu'on a oublié de faire quelque chose. Parce que là, elle tourne dans le vent. Donc on va effectivement voir ça. On va vérifier nos petites choses. Body validator. Donc le validateur, il est là. Validation chain, result. Ah, je vais juste vérifier. Alors, effectivement, c'est result, donc c'est bien. Body validator, c'est bien. Pourquoi ça met du temps? Donc, on va juste voir si on a bien écrit les choses. Alors, sinon, next, validation request, donc ça c'est bon. On va mettre des petits console log pour voir si on passe bien dans la chaîne. Console log into result middleware, tout simplement. Ça, on fait des petites vérifications comme ça. Et avant le body, alors en l'occurrence, on n'a même pas besoin de mettre ça parce que je pense que c'est ça qui crée une erreur. Et on laisse ça comme ça. On scène et là effectivement ça fonctionne bien. Donc voilà, vous avez effectivement votre petit... Ça c'est déjà un middleware en soi, c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de mettre que c'est une fonction qui retourne un middleware, ça cassait l'ambiance. Donc là on a vérifié que c'était bien un email, mais là on va changer. On va enlever l'arrobase et on sait déjà que ce n'est plus un email. Et là, 401, on arrive à result, on peut même voir qu'on est arrivé dedans, hein. C'est-à-dire que si vous faites ça, que vous allez, alors en l'occurrence j'essaie de choper, into the middleware, donc vous avez la trace que vous êtes bien dans ce result middleware, vous y êtes, et effectivement là c'est la 401 avec un tableau qui représente effectivement où se trouve le problème. Donc la value et effectivement l'email n'est, enfin c'est pas un email puisqu'il manque l'arrobase par exemple. On peut enlever on peut remettre l'arrobase. Alors CTRL Z, on met l'arrobase mais on enlève le point. On va voir si ça va encore fonctionner comme un email. Okay, pour voir si effectivement c'est effectivement ce n'est pas un email non plus. Donc on va enlever ça. C'est toujours pas un email et ainsi de suite. Donc c'est plutôt intéressant pour bien vérifier les petites informations. Donc on va ajouter à ça un autre validateur. On va par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait vérifier. Je n'ai pas de référence nécessairement en tête à part l'email. Mais franchement, on peut vérifier pas mal de petites choses. Je vais essayer de me souvenir de quelque chose qu'on pourrait vérifier. Hop, hop, hop. J'ai pas de grandes choses à vérifier. Le password, peut-être qu'on pourrait vérifier effectivement. Donc on va essayer de checker le password. Ça va être effectivement pardon, oups, c'est pas ici que je voulais l'écrire, c'est body password, et là on va effectivement voir si le mot de passe il est suffisamment strong. Donc ça va être plutôt cool. Donc on va essayer d'utiliser strong. Donc vous allez choper body, toujours un password, et on va vérifier, c'est strong password. Strong, alors, strong password, tout simplement. On met une petite virgule, et on va mettre ça à la suite. Une fois qu'on a vérifié l'email, on va effectivement trim, potentiellement, et ensuite strong password. C'est parti. Alors, on va installer ça dans notre outil. D'ailleurs, on va faire vraiment le fichier le dossier de contrôleur. C'est là où vous êtes... non, vous n'êtes pas là, pardon. Vous êtes ici, vous allez ajouter après le body validator. Ah non, c'est le body validator intégral, ça. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Ah, attendez. Je vais changer ce que j'ai mis. Body email, c'est plutôt ça. Body email, on revient
dans la route. Là, c'est pas body validator, c'est body email. N'existe plus. Ensuite, body password. On va vérifier si il est suffisamment effectivement strong. Alors, vous pouvez mettre des options, hein, strong password, etc. Min length, min lowercase, min uppercase, min symbol, min points per unique, points per repeat, etc. Bon, bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez mettre des options, mais là, on n'en a pas mis, donc c'est les options par défaut. On va juste checker ça. Et là, il considère effectivement que le password n'est pas suffisamment fort. Nous, on va mettre une option, hein, parce que sinon, ça va pas fonctionner. En tout cas, on va pas passer la validation parce qu'il n'est pas suffisamment strong. Donc, on va mettre une min length de, on va dire qu'un minimum, ça va être, alors nous, c'est 10 Caroline, point d'exclamation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, minimum, on va mettre 11 pour voir effectivement si maintenant, étant donné qu'on a mis une option, ça passe. Ah, ça passe toujours pas. Alors, on va essayer de uppercase, il n'y en a pas, donc on va, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de majuscule. Donc, min lowercase, non, c'est min uppercase et on va mettre 0 pour voir si maintenant ça passe. Et c'est bon. C'est parce qu'effectivement, on n'a pas mis de majuscule dans notre seeding. Comme vous pouvez voir, 10 Caroline, il n'y a pas de majuscule du tout, donc ça passait pas. J'ai dû mettre des options, ça vous permet effectivement de voir comment on installe les petites options, hein, il y en a beaucoup d'autres. Et donc voilà, ça c'est déjà pas mal pour la vérification des informations. Donc, d'ailleurs, je pense qu'on va terminer la vidéo sur cette partie-là. On va revoir sans doute la gestion du token dans une prochaine.